Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch ainsi que sur YouTube et sur toutes vos plateformes de podcast habituelles. Nous sommes le vendredi 17 février 2023, il est 8h en France et 16h au Japon et nous sommes ensemble comme chaque vendredi pour un nouvel épisode de Soft Power. Alors si vous êtes ici pour la première fois, Soft Power c'est une matinale hebdomadaire tous les vendredis de 8h à 10h sur Twitch et dans laquelle on fait le point ensemble sur l'actualité pop culture de la semaine passée, du point de vue des mouvements, des tendances, de la politique, de l'économie, bref, tout ce qui se passe en arrière-boutique de la pop culture, pour voir ce que ça nous raconte de nous et de notre monde. Et puis, on discute dans une ambiance posée avec le chat, là, en écoutant de la musique d'animé et en prenant son petit café du matin. Alors, cette semaine, les gens, on va parler de quoi? Entre autres, on va parler de films d'horreur qu'on pensait impossibles il y a quelques années, avec la sortie en salle de Winnie l'ourson, du sang et du miel. Oui, vous avez bien entendu. On va parler de Velma, la nouvelle itération de la franchise de Scooby-Doo, qui est devenue instantanément la série la plus détestée du monde. On va parler crédit et syndicalisation dans le jeu vidéo avec la sortie de Metroid Prime Remaster sur la console Nintendo Switch. Et on continuera à dévorer notre album des RG sur les aventures de TikTok, cette fois en France. Mais il est difficile, voire impossible de ne pas commencer une émission qui s'appelle Soft Power par l'un des plus grands événements de Soft Power américain de l'année, et c'était dimanche dernier. We can do, and we know what we can be, and we know it's in our hand, and that's how it's gonna always be. How about those? That's what I'm talking about, baby. Back to the Super Bowl. The work's not done. Vous l'aurez compris, on va parler de football américain puisque dimanche dernier, la 57e édition du Super Bowl a eu lieu à Glendale en Arizona où les Chiefs de Kansas City ont battu les Eagles de Philadelphie 38-35. Alors, chaque année, le Super Bowl, c'est évidemment l'événement très attendu par les amateurs de football américain, mais surtout aussi par les amateurs de pop culture américaine. Faut dire qu'avec ses 500 millions de spectateurs à travers le monde, le Super Bowl est le 7e événement sportif le plus regardé, et bien entendu, il est devenu au fil des années un créneau de choix pour toutes les marques et toutes les industries de pop culture qui voient là l'une des plus belles occasions de l'année, si ce n'est la plus belle, de mettre en avant leur dernière production, leur dernière publicité, leur dernière bande-annonce de film, malgré des coûts astronomiques qui avoisinent cette année apparemment les 7 millions de dollars, le spot de 30 secondes. Alors, au-delà des chiffres un peu monstrueux, le Super Bowl, si le Super Bowl est aussi adéquat à cette débauche de pop culture américaine, c'est qu'il nous raconte structurellement des histoires. En premier lieu, avant tout, vous l'aurez compris en voyant cette vidéo, des histoires de rivalité. Le football américain empruntant beaucoup à la terminologie guerrière, on parle de tranchées, on parle de blitz, on parle de bombes. Il est facile de mettre en scène des rivalités stéréotypées, très manichéennes et fondamentalement très américaines. On retrouve souvent les thématiques du bien contre le mal, de l'opposition originelle entre la Ligue nationale et la Ligue américaine, des oppositions politiques comme en 1969 lorsque les Colts de Baltimore contre les Jets de New York marquaient l'affrontement entre une forme de progressisme et de conservatisme. Et cette année n'y échappe pas avec tout un narratif qui a été construit autour d'un duel fratricide entre Travis Kelce des Chiefs et son frère Jason Kelce chez les Eagles. Alors évidemment, ces rivalités sont un terreau fertile pour établir des histoires efficaces, si bien que dans l'histoire du Super Bowl, elles ont rapidement dépassé le cadre sportif pour atteindre celui des marques. Et si toutes les marques sont évidemment en concurrence pour produire la publicité, la bande-annonce la plus mémorable de l'année, il faut bien reconnaître que cette année, la rivalité était, les attentes au niveau des bandes annonces de films diffusés avant, pendant et après le match se sont cristallisées autour de l'affrontement entre Marvel Disney d'un côté qui présentait une bande-annonce de l'épisode final des Gardiens de la Galaxie et DC Comics d'un autre côté qui présentait leur première vraie bande-annonce du film The Flash, censé lancer tout leur nouvel univers étendu dans la décennie à venir. Vous-même, vous savez.
Mais le Super Bowl, c'est aussi, puis c'est pour ça qu'on en parle, c'est aussi beaucoup d'autres histoires. C'est l'histoire de notre époque qui nous est racontée du point de vue américain et qui nous donne le pouls de l'année à venir. Alors qu'on était envahi l'année dernière de publicité pour les voitures électriques et pour les cryptos et pour les NFT dans une ambiance un petit peu city pop, on sort du Covid, préparez-vous, j'ai acheté du Champomy. Cette année, on détournait le regard du monde, on visait la nostalgie des années passées et on serrait bien fort les cordes de la bourse du fait de l'inflation. Alors la nostalgie des années passées, d'abord en employant tout un tas de stars américaines qui réendossaient des grands rôles de leur carrière, comme cette invraisemblable publicité où Bryan Cranston et Aaron Paul renfilent leur costume de Breaking Bad pour travailler sur la production de chips dans leur camping-car, de chips pour une marque de chips que je ne vais pas citer, en lieu et place de la méthamphétamine. Ou alors par exemple lorsque Michael Keaton renfile son costume de Batman des décennies après pour le film The Flash. Et puis, c'est vrai, l'inflation, les cordons de la bourse bien serrés de l'autre côté, comme lorsqu'Alicia Silverstone vient faire d'une pierre deux coups, en reprenant pour le compte de Lacten son rôle du film Clueless, où elle jouait il y a 30 ans déjà une acheteuse méticuleuse, avisée, qui fait attention à ce qu'elle achète, comme pour faire écho à l'inflation qui touche le monde entier. Et puis, il y a cette histoire que le Super Bowl n'a pas trop racontée cette année. Le Super Bowl, c'est aussi la création de moments qui ont marqué l'histoire de la pop culture. Vous vous souvenez probablement de la publicité 1984 pour Apple, réalisée par Ridley Scott, qui marque un espèce de summum créatif. Et vous vous souvenez peut-être aussi du Nipplegate, lorsqu'en 2004, un sein de Janet Jackson s'était échappé lors d'une représentation, faisant exploser les records de rembobinage à l'époque, mais aussi amenant à profondément changer la législation quant aux diffusions en direct, puisque maintenant on a ajouté un calage de 5 secondes, et aussi un durcissement de la répression du langage obscène et indécent sur les réseaux. Sans compter la mise à mal évidemment de la carrière de Janet Jackson, là j'enfonce une porte ouverte. De ce côté, c'est vrai que la plupart des commentateurs et moi-même, on reconnaît que cette année était un petit peu décevante avec pas grand-chose de mémorable, un show de Rihanna en mi-temps efficace mais pas renversant, et un événement au final qui tente de nous rappeler en permanence que oui, c'était mieux avant. Et on finit le Super Bowl 2023 avec l'amère confirmation que quand même l'industrie pop culture américaine bégaye depuis pas mal d'années. Mais quitte à bégayer, autant le faire en massacrant à coups de masse rouillée et d'étoiles du matin les personnages de notre enfance. Je vous montre ça. We will. Pooh, Piglet, Eeyore, we were friends for many years and they're out there. Christopher, we need to leave. Now. I really need to find out what's happening there, okay? Là, je vais m'arrêter là parce qu'après la bande-annonce devient exactement ce à quoi vous vous attendez. Voilà, je vois dans le chat déjà les réactions, les quoique, exactement. Il avait plus de miel et il est très très méchant. Cette semaine est sorti le film Winnie l'ourson, du sang et du miel. Comme vous l'avez vu, un slasher britannique, coproduit et réalisé par Rhys Freke-Waterfield, dont c'est le premier film. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire un bout du synopsis. Attention. Le jeune Christopher rencontre un groupe de créatures anthropomorphes, Winnie, Porcinet et Bourriquet, et devient ami avec eux. Alors qu'il entre quelques années plus tard à l'université, il est contraint de les laisser seuls. Sans Christopher pour se nourrir et les guider, les créatures tombent dans une famine extrême, tuent et mangent Bourriquet, ce qui les traumatise et développe chez eux une aversion pour l'homme. Bref, voilà, du slasher on ne peut plus classique. Winnie et Porcinet vont se mettre à poursuivre des étudiants et ça va couper des têtes un peu partout dans des passages de plus en plus mis en scène. Vous connaissez le processus. Le film a coûté la très modeste somme de 250 000 $, ce qui n'est pas énorme pour faire un film, et il a déjà claqué $1 million de bénéfices en 2 semaines seulement au Mexique où il est sorti il y a quelques jours.
Et il pourrait, selon certains analystes, devenir l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. C'est pas une blague. En se calant sur, vous vous souvenez de la carrière de Paranormal Activity, qui avait commencé avec un film à 15 000 $ et qui avait fini à la tête d'une licence qui en a rapporté plus d'1 milliard. Est-ce que ça en fait un bon film ? Non, évidemment que non. Les réactions à la sortie ne se sont pas fait attendre. Les premiers retours sont absolument désastreux. L'histoire n'a apparemment aucun intérêt. Et les acteurs souffrent autant d'être là que de mourir pendant le film. Mais vous avez compris que c'est pas tout à fait de ça dont je veux vous parler, parce que je le vois dans le chat. Pour moi, Winnie l'ourson, c'est Jean Rochefort, c'est France 3, c'est les années 80, c'est Disney. Et je trouvais ça un peu mystérieux qu'un tel film puisse exister et que Disney laisse faire ça. Alors, j'ai mené ma petite enquête, et si les aventures de Winnie et de ses compagnons Porcinet, Bourriquet, Tigrou font bien l'objet d'une licence détenue par Disney depuis des décennies, la protection légale des premiers livres d'Alan Milne, sortis en 1926, dont est tiré le personnage, elle a expiré le 1er janvier de l'année dernière. Ce faisant, le personnage original est tombé dans le domaine public. Attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je vous explique un petit peu comment ça marche. La loi américaine sur le droit d'auteur, elle est limitée à la durée de la vie de l'auteur. Vous ajoutez à ça 70 ans. Ça, c'était jusqu'en 1998. En 1998, on a la mise en œuvre d'une loi sur l'extension de la durée du droit d'auteur qui protège grosso modo les droits d'auteur des entreprises pendant 95 ans à compter de la première publication. Un petit calcul vite fait. 1926, les 95 ans qui s'écoulent et on se retrouve début 2022 avec une œuvre tombée dans le domaine public. Alors, la subtilité, c'est de comprendre que Disney ne détient pas l'exploitation du personnage de l'œuvre originale. Elle possède la marque que vous connaissez. Dans le film Du sang et du miel que je viens de vous montrer, pas de tunique rouge pour Winnie l'ourson et pas de voix comme ça pour Winnie, ça c'est Disney. Tout produit sorti qui pourrait être confondu avec l'œuvre de Disney finirait à coup sûr devant les tribunaux. A fortiori qu'on sait que Winnie l'ourson rapporte entre 3 et 6 milliards chaque année pour Disney, à égalité avec Mickey. Et c'est sur cette ligne de crête que le réalisateur a marché pour le film Winnie l'ourson du sang et du miel. Le titre est incroyable. Et avec un certain succès, puisque avant même la sortie du film, le film était déjà le 2e film le plus attendu sur IMDb de 2023. Bon, vous comprenez bien que le projet, c'était pas de faire un bon film. Le réalisateur connaissait même pas la Winnie l'ourson avant de découvrir que la licence allait tomber dans le domaine public. Est-ce que ce type de projet va se reproduire à l'avenir ? Évidemment, puisque le réalisateur est déjà sur le coup. Il va produire Bambi The Reckoning, où Bambi est défini comme une machine à tuer vicieuse. Mais d'abord, il faut qu'il termine le tournage de Peter Pan Neverland Nightmare avec une fée Clochette qui est décrite comme replongeant dans sa dépendance à la drogue. Voilà, bon, évidemment, c'est que le début puisque ça a donné d'autres idées à d'autres vidéastes. L'année dernière, pour ceux qui l'ont vu, il y avait eu le film The Mean One qui reprenait le conte du Grinch avec le même visuel que vous connaissez. Mais tous les yeux sont tournés vers la question qui se posera vraiment l'année prochaine avec le passage dans le domaine public en 2024 de Steamboat Willie, le premier dessin animé qui mettait en œuvre Mickey, qui va tomber donc dans le domaine public et qui devrait occasionner à ce moment-là une véritable guerre juridique avec Disney et pourquoi pas amener, on verra, à une modification de la législation sur la question du droit d'auteur. Et je vous propose de continuer avec une bonne série. Peut-être pas si bonne que ça. Maybe it's one of those doors where you push in a brick and it opens. Fred, wait! I have a plan. I love danger. You might have more success with this if you went in just a little less dirty. Voilà, le temps de se faire DMCA. Pour ceux qui connaissent, vous avez reconnu la série d'animation Velma, et peut-être que vous avez simplement reconnu les personnages. Cette série a été diffusée sur HBO et elle aura très probablement droit à une 2e saison, ce qui est un petit exploit, et aux grandes dames de l'alt-right américaine. Alors, on en parle. Velma, elle a été diffusée le 12 janvier, pour la première fois, 12 janvier 2023. C'est une nouvelle œuvre, vous l'aurez reconnu, qui se passe dans l'univers
La licence Scooby-Doo, vous vous souvenez, les studios Hanna-Barbera, Iwao Takamoto, apparu en 1969 aux États-Unis, une quinzaine de séries qui ont été diffusées depuis. Ça a été diffusé sur TF1, sur Antenne 2 à l'époque, sur Canal, pour ma part sur France 3, c'est comme ça que j'ai découvert la franchise. Velma, c'est donc la nouvelle itération de la franchise Scooby-Doo, une série d'animation pour adultes, développée par Charlie Grandi, à qui on doit quelques épisodes de The Office, quelques épisodes de la série 4 mariages et un enterrement, et pas mal d'épisodes de la célèbre émission du Saturday Night Live. Qu'est-ce qu'on voit dans cette série ? On suit les aventures des membres du Scooby Gang et surtout de Velma Dinkley, d'où le nom de la série, des années avant la formation du groupe. Et la série s'est fait absolument démonter partout. 42% sur Rotten Tomatoes, 7% en audience, moins d'1,5 sur IMDb. C'est l'objet audiovisuel le plus mal noté de l'histoire, devant, et attention, je précise parce que ça me fait mal de le dire, devant Dragon Ball Evolution, ce qui est, sur cette seule comparaison, déjà très difficile à imaginer. Alors là, vous allez me dire, ouais mais Lex, ça peut être si nul que ça, plus nul que Dragon Ball Evolution ? Non, c'est un peu nul. C'est un peu lourd, mais au-delà de cette écriture lourde, vous savez aussi lourde que là, votre belle famille qui a eu la bonne idée de cuisiner des gyoza en plus du poulet frit, c'est surtout l'alt-right américaine qui a vu dans le personnage de Velma, dans cette série noire et lesbienne, le cheval de Troie d'un discours progressiste, étiqueté woke, qu'il fallait combattre à tout prix. Oh bah il y en a certains qui ont beaucoup de temps libre, hein, ça c'est sûr. Hein. Et évidemment, dans cette série, il y avait tout pour titiller leur homophobie, leur misogynie, leur racisme. Bref, vous savez, résultat du review bombing, en voulez-vous, en voilà, des campagnes de harcèlement des comédiens de doublage et de l'équipe technique. Bref, la routine pour l'alt-right qui s'est bien occupée de démonter la série et tout ce qui l'entoure là où elle pouvait l'être. Sauf que ça lui a donné aussi un sacré paquet d'audience. Et oui, parce que comme le dit l'adage, vous savez, de nos influenceurs ciné préférés qui produisent 40 vidéos par jour, bad buzz is good buzz, et Velma, c'est aussi le meilleur démarrage pour une série d'animation et la meilleure audience tout court pour une série d'animation sur HBO. Et qui dit énorme succès, dit renouvellement très probable pour une saison 2, annoncé dans l'interview de Deadline avec le PDG de Warner Bros. Telegroup, Channing Dungey, qui a déclaré que son équipe travaillait actuellement à l'élaboration d'une saison 2. Alors, on attend encore l'annonce officielle. Il est possible que la série soit annulée, ça arrive. Mais pour l'instant, tous les feux sont au vert. Et si on part sur une saison 2, comme d'habitude, énorme soutien aux petites mains qui bossent dessus et qui vont encore s'en prendre plein la tête pendant des mois. Alors peut-être que vous aussi, vous êtes là bien avec votre petit thé, votre petit café avant le travail et vous vous dites, tiens, après ma matinale pop culture préférée, c'est celle-ci, j'en profiterai bien pour mater un épisode de série sur Salto, par exemple. Alors, si vous vous connectez à Salto, et on se demanderait quand même bien pourquoi vous feriez ça, vous risquez de voir afficher « Il n'est malheureusement plus possible de souscrire à Salto en noir et blanc sur la page officielle de la plateforme de SVOD ». Alors, Salto, pour ceux qui ont déjà oublié, a raison. C'est un Netflix à la française qui est détenu par les groupes audiovisuels français France Télévisions, TF1 et M6, qui avait été lancé le 20 octobre 2020 pour environ 50 millions d'euros. Sauf que 2 ans après, les résultats sont bien en deçà de ceux espérés. D'abord parce que l'objectif initial d'atteindre le million d'abonnés en 1 an est très loin d'avoir été atteint. Et ensuite parce que très rapidement, TF1 et M6 ont lancé en parallèle leur propre service de SVOD pour, préparez-vous, 2 fois moins cher, tout en arrêtant d'alimenter Salto et en mettant de la publicité dans les programmes qui étaient déjà présents sur Salto. C'était difficile de les tuer plus rapidement. Et puis, de toute façon, en termes d'investissement, c'était très limité. Salto prévoyait d'injecter 135 millions en 3 ans, alors que de leur côté, Netflix et consorts injectent des milliards chaque année. Résultat, le succès n'a jamais été au beau fixe pour la plateforme de SVOD et le 20 novembre 2022, TF1 et M6 avaient annoncé vouloir vendre leur part, ce qui avait poussé les dirigeants de Salto à précipiter leur choix d'arrêt de service. Alors la question du rachat, elle a été longtemps discutée, notamment auprès d'une société espagnole, Agile, mais finalement, en janvier dernier, a été abordée la question frontale, directe, de la dissolution et de la cessation des activités de la plateforme lors d'un comité social économique extraordinaire.
Alors Salto, c'est fini, la plateforme devrait disparaître d'ici quelques jours, 2 ans après son lancement, c'est peu. Petite mention quand même aux 42 CDI et 8 CDD qui devraient normalement être recasés dans les différents groupes partenaires. On espère que ce sera le cas, on va suivre ça. Et quant aux abonnés, on s'attend d'en savoir plus sur. On s'attend à avoir bientôt plus d'informations sur les modalités de remboursement. Et pour les plus intrépides d'entre vous qui se seraient abonnés à ce fruit du démon, surveillez vos mails, vous devriez avoir des informations prochainement. Et j'en profite pour intercaler une autre petite news grande comme ça, une courte news d'un petit rapport de la semaine qui appuie là où ça fait mal, mais qui ne surprendra personne. Un rapport de chercheurs de l'université de Cambridge qui ont examiné plus de 1400 films sortis entre 1920 et 2020, et un rapport qui révèle que dans les 142 films les plus influents mettant en scène l'intelligence artificielle, seuls 9 des 116 professionnels de l'intelligence artificielle dans les films sont des femmes. Et ce n'est pas fini, puisque parmi ces 9 femmes, sur les 142 films, 5 travaillent pour un homme où était l'enfant, ou le partenaire, ou l'aventure d'un soir d'un ingénieur homme plus expérimenté. Le rapport parle d'Avengers, de beaucoup de films d'Avengers à Ex Machina. Il cite le premier film de la liste avec une créatrice d'intelligence artificielle. C'est le film de 1997, Austin Power, International Man of Mystery, que vous avez peut-être vu, où Fro Farbicina dévoile un trio de fembots équipés de seins à balles. Ah bah on n'a pas dit que les 4 vrais rôles de femmes scientifiques c'était incroyable, hein, ça c'est sûr. Alors on pourrait se dire, pour contre-argumenter que l'art imite la vie, que c'est justice rendue à la réalité, mais non, dans la vraie vie, rappelons vraie vie qui est déjà traversée par tout un tas de biais genrés évidemment, un ingénieur en intelligence artificielle sur 5 est une femme. 20% contre 8%, un peu moins de 8% de représentation dans les films. Le rapport va plus loin et souligne qu'en plus de ne pas avoir de femmes devant la caméra, il n'y en a pas non plus derrière, puisqu'aucun film important sur l'intelligence artificielle, au cours du siècle dernier, n'a été réalisé uniquement par une femme. Et ça, nous dit le rapport, c'est préjudiciable à 3 niveaux. C'est préjudiciable au niveau de la représentation, puisque les femmes ne sont pas encouragées à se lancer dans un milieu où elles n'apparaissent pas. Ça a un effet préjudiciable sur un effet préjudiciable sur les panels d'embauche, puisque évidemment, vous imaginez, vous êtes en face de votre recruteur, il va préférer majoritairement choisir des hommes pour une meilleure adéquation culturelle pour une entreprise de technologie. Et puis, pour les femmes qui auraient cumulé toutes ces étapes un peu infernales d'embauche, préjudiciable quant à la culture de bureau, puisqu'on peut bien se demander à quoi va ressembler une équipe qui va être traversée par ces biais renforcés par les films. Les auteurs du rapport appellent en urgence à une augmentation substantielle de la représentation cinéma des femmes sur l'intelligence, en tout cas dans le cadre de l'intelligence artificielle. Je reprends, je rembobine, nous allons parler de Paris, les gens, et comme nous sommes français, nous sommes patriotes, nous soutenons notre belle capitale, bien évidemment, je vais mettre notre hymne national, il est important que nous respections le pays. 1 seconde d'hymne national, évidemment. Canne chantera le temps des cerises, et guerre signe remède le moqueur. En fête. Voilà. Ça, c'est le plaisir. Le vrai hymne parisien, pour ceux qui ont la ref. En plus, je vois que ça reconnaît Porco Rosso dans le chat. Alors, on va parler un petit peu de Paris, parce que Paris a connu des niveaux de production records en 2022, avec ses 102 longs métrages et ses 68 séries tournées dans la capitale l'année dernière. La ville totalise 7500 jours de tournage, contre 7000 en 2021, ce qui était déjà le précédent record. Alors, côté film, on a du français, on a de l'étranger. Pour les films français, on a La vie pour de
vrai de Danny Boone, on a Jean Dubarry de Maïwenn, on a encore la plus grosse caméra du monde de Quentin Dupieux. Et pour l'étranger, on a le film évidemment de Woody, Red Flag Allen, pour son film qui a été tourné pendant 2 mois à Paris. On a Murder Mystery 2 de Jérémy Garlick, pardon. Et puis bien sûr, on a la fin du tournage du Messie, de celui qu'on attend tous, John Wick, Chapter 4 de Chad Stahelski, puisque Keanu Reeves, notre père à tous, est allé cette fois-ci mettre des claques au Louvre, au Trocadéro et devant l'Arc de Triomphe, le film qui devrait d'ailleurs durer 3 heures. J'ai hâte. Bref, côté série, on retrouve du Bardot avec la série de Daniel et Christopher Thompson pour France 2. On retrouve le tournage de Paris 1905 pour Canal+, ainsi que la nouvelle saison de Lupin pour Netflix pour ceux qui la suivent. Ça, c'est pour la France. Et côté étranger, on a du Benjamin Franklin avec Michael Douglas, du The New Look sur la vie de Christian Dior, sans éviter, évidemment, et sans oublier l'infernal phénomène Emily in Paris qui va revenir pour une 3e saison. Alors, pourquoi tant de paris ? Ça, c'est la question que moi, j'ai envie de me poser quand je vois ce genre de news. D'abord, parce que Paris, c'est quand même la capitale du soft power à la française, qu'on l'aime ou pas. Paris demeure toujours une destination populaire pour son histoire, pour son architecture emblématique, et puis pour tout ce qu'elle nourrit de stéréotypes et de représentations, ce qui en fait un cadre idéal pour de nombreuses productions. Et puis pour certains genres spécifiques. Vous voulez tourner une romance ? Vous la tournez à Paris. Vous voulez tourner une manifestation un peu inspirante ? Vous la tournez à Paris. Ensuite, et il faut dire, parce que la France dispose aussi d'une politique fiscale tout à fait avantageuse pour les productions ciné et télévisuelles, pour attirer les producteurs. Quand vous voulez produire un film à Paris, il est possible de bénéficier, sous certaines conditions, d'un crédit d'impôt équivalent à 30% des dépenses liées à la production. C'est pas rien, y compris les dépenses liées au personnel, aux frais de tournage, aux frais de post-production, ce qui, évidemment, avantage énormément l'équipe qui viendrait sur place. Ensuite aussi parce que la France bénéficie, et ça c'est son héritage de cinéma, d'une infrastructure solide pour les productions ciné, d'un large éventail de studios de tournage et de prestataires de services techniques qui permettent aux producteurs de trouver ce dont ils ou elles ont besoin sur place et de faciliter les logistiques de tournage. Bref, le soft power à la française est loin d'être en voie d'extinction et avec le rayonnement déjà programmé des Jeux Olympiques en 2024, ça ne risque pas de s'arrêter de sitôt, à moins que les rues de la capitale soient prises par d'autres cultures populaires d'ici là. Ah, suivez mon oreille. Les belles auront la folie en tête. Allez les gens, on va un petit peu parler de TikTok. Et pour parler de TikTok, nous allons faire le résumé des épisodes précédents. La semaine dernière dans Soft Power, l'application TikTok compte plus de 140 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Mais un jour, alors que comme d'habitude, des chats dansaient sur du Rihanna en faisant du beer pong, le diabolique comité sur la concurrence stratégique entre les États-Unis et le Parti communiste chinois prit la décision d'enquêter sur les liens on ne peut plus ténus entre l'application et le gouvernement chinois. Craignant de disparaître à tout jamais du sol américain, TikTok proposa tout un tas de solutions. Et en attendant, elle se pensait en sécurité en Europe. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Et oui, voilà, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Je vais changer de musique. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière. On avait parlé un petit peu de cette situation aux États-Unis et on avait émis l'hypothèse pour la France. C'est chose faite. Le Sénat français a donné son feu vert pour la création d'une commission d'enquête sur l'utilisation et la stratégie de TikTok en France. Et c'est Claude Maluret, qui est président du groupe Les Indépendants, je vais y arriver, apparenté d'hiver droite, qui est à la charge. D'enquête sur le fonctionnement du réseau social TikTok. Ce réseau social chinois, on le rappelle, vous inquiète plus particulièrement, Claude Maluret ? Oui, alors je dirais tous les réseaux sociaux m'inquiètent. Moi, je les qualifie de réseaux antisociaux. Ils m'inquiètent parce que c'est pour moi, une bonne partie de ces réseaux, c'est une entreprise de décérébration des adolescents et même des adultes d'ailleurs. Bref, je vous inflige pas ça plus longtemps. Évidemment, quelqu'un qui connaît son sujet. Le réseau, rappelons-le, chinois, c'est ça. Et donc, évidemment, quelqu'un qui connaît son sujet, qui
parle plutôt de réseaux antisociaux, vous comprenez. Bref, cette commission, dont la création a été acceptée le 8 par la conférence des présidents du Sénat, comptera 19 sénateurs, dont les noms seront connus dans quelques jours maintenant, le 1er mars prochain. L'objectif, vous l'aurez compris, déterminer, comme aux États-Unis, si les contenus de TikTok ont pour effet de servir une stratégie tendant à porter atteinte aux utilisateurs et surtout, évidemment, à la cohésion ou à la sécurité des États. Alors, cette commission, elle est quand même consciente qu'on va lui imposer très rapidement le secret commercial, mais elle se considère elle-même, en tout cas c'est ce qui ressort des interviews de Malhuret, comme un pas en avant, un pied dans la porte, en ce qu'elle va pouvoir pendant 6 mois, en tout cas pendant les 6 prochains mois, auditionner tout un tas de personnes, auditions qui ont un double avantage, 1, être obligatoire, et 2, être sous serment. Cette commission, elle arrive dans un contexte, on avait parlé du contexte américain la semaine dernière, mais elle arrive aussi dans un contexte qui est un peu tendu en Europe, puisque le 10 janvier, Sosiccio, le PDG de TikTok, avait rencontré 4 hauts responsables européens et il lui avait été rappelé qu'il devait respecter le règlement général sur la protection des données, la fameuse RGPD, et avoir une meilleure transparence des algorithmes, pour peu que ça veuille dire quelque chose. Fin 2022, l'Arcom avait épinglé TikTok pour opacité et en début d'année, de cette année, la CNIL avait même condamné la plateforme à une amende de 5 millions d'euros pour ne pas avoir permis aux utilisateurs de son site web de refuser les cookies. Bref, on attend les conclusions de cette commission. Ça ne va pas révolutionner le monde, mais ça va servir à informer le Sénat et nous, en tant que grand public, sur les faits établis. Et c'est notamment une fois le diagnostic posé que des recommandations peuvent être formulées et pourquoi pas servir de socle à une future loi de régulation en France quant aux affaires de TikTok. On se retrouvera donc pour un nouvel épisode des aventures de TikTok d'ici quelques semaines. On va parler un petit peu jeux vidéo, les gens. On va parler un petit peu jeux vidéo. Le 8 février dernier se tenait un Nintendo Direct, l'émission en ligne de Nintendo pour couvrir leur calendrier de sortie du premier semestre 2023 sur Nintendo Switch. Et a été annoncé ce jeu. Voilà, alors qu'on ne l'attendait pas forcément, un remaster du jeu Metroid Prime, sorti à l'époque en novembre 2002, a été annoncé. Annonce d'autant plus efficace que le jeu a été Shadow Drop, c'est-à-dire qu'il est sorti le jour même de sa présentation, de sa première présentation. Alors, jeu incroyable que j'ai fait sur GameCube, que j'ai refait et refait, incroyable. Et tout se serait très bien passé si Zoid Kirsch, ancien senior gameplay engineer ayant travaillé sur le jeu original chez Retro Studio, n'avait pas eu la très mauvaise surprise de découvrir dans les crédits de fin qu'il n'était fait aucune mention précise de son travail, ni de celui du reste de l'équipe ayant travaillé sur le jeu d'origine, si ce n'est un trait sommaire, et je vous le partage, basé sur le travail de l'équipe de développement de Metroid Prime, entre parenthèses, version originale Nintendo GameCube, et oui. Oui, mais Lex, tout a changé, c'est un remaster, on a tout refait, c'est très différent. Ça pourrait être le cas pour certains assets du jeu, mais ce n'est pas exactement ce que nous dit Jack Matthews, un ancien responsable technique sur le jeu d'origine, qui remarque que pour un important pan du jeu, le code et le travail sont totalement restés et que tous les concept art ou la conception même du jeu, eux, sont à l'identique. Alors oui, je vous connais, vous êtes comme moi, les crédits, vous les regardez pas, mais ils permettent en réalité tout un tas de trucs. Ils reconnaissent le travail accompli et la contribution apportée au jeu. Ils permettent l'établissement d'une sorte de CV, de marque personnelle, permettant d'ouvrir des opportunités pour de futurs projets aux développeurs, à l'équipe qui a travaillé dessus. Et puis, de manière générale, ils encouragent à une forme de transparence et de responsabilité dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, ce petit scandale interne pourrait sembler exceptionnel s'il n'était pas l'énième exemple d'une pratique en réalité assez étendue dans le jeu vidéo. Dans ce domaine, les développeurs de jeux n'ont aucun moyen d'imposer le crédit pour leur travail, et c'est souvent aux éditeurs qu'il revient le choix d'ajouter les noms dans les crédits.
Résultat, ces dernières années, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous le savez, avec le boom des remasters et des remakes, on refait et on refait les jeux d'antan, on a découvert tout un tas de problèmes similaires dans le remake de Shadow of the Colossus, le remake de Crash Bandicoot, le remake un petit peu plus ancien de Son of the Ender Second Run, et pas seulement dans les remakes, puisque début janvier, dans le jeu The Callisto Protocol du studio Striking Distance Studio, c'était pas moins de 20 personnes qui étaient parties pendant le développement qui ne se retrouvaient pas dans les crédits de fin de jeu. Et puis, si vous voulez remonter, je me souviens d'il y a un moment, lorsque... Notamment, on était en pleine guerre entre Nintendo et Sega dans les années 90 et il était documenté notamment qu'on avait refusé à Yuji Naka, le créateur de Sonic le Hérisson, d'apparaître dans les crédits du jeu, si bien que Naka et son équipe avaient trouvé un moyen de cacher un texte noir sur fond noir à l'écran des crédits de fin. Bref, argent partout, développeurs nulle part, tout un tas d'organisations réfléchissent à des solutions. On a l'International Game Developer Association, par exemple, qui propose que toute personne, sous-traitée ou employée, peu importe, qui contribue à la production du jeu pour au moins 5% ou pour 30 jours de travail, soit systématiquement créditée. Le problème, c'est qu'aucun moyen ne permet d'imposer ces propositions, parce que souvent ces organisations sont à but non lucratif et ne sont pas des syndicats, et que de toute façon, les développeurs de jeux et en général les équipes de création des jeux ne sont pas syndiqués et n'ont donc aucun moyen de renverser le rapport de force qui est en leur défaveur. Ça, c'est ce que j'aurais pu dire si j'étais encore en 2021, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, on constate deux mouvements dans l'industrie du jeu vidéo qui donnent un petit peu d'espoir. D'un côté, la libération de la parole chez les développeurs, mais aussi chez des noms un petit peu plus célèbres, un petit peu plus clinquants du jeu vidéo, qui ajoutent un peu de poids dans la balance. Je pense là tout de suite à Bruce Straley, le game director de Naughty Dog, qui était très surpris de ne pas se retrouver dans les crédits de la série Last of Us actuellement diffusée sur HBO, alors même qu'il avait travaillé à fond sur le jeu original. Et d'un autre côté, et peut-être surtout, on observe depuis quelques mois un souffle de syndicalisation qui semble traverser le monde du jeu vidéo en Amérique du Nord. Alors on garde espoir, et comme à chaque fois, soutien aux équipes. Les gens, je vous propose qu'on passe à la dernière news de cette semaine dans Soft Power. Lundi dernier, l'association chinoise de l'audio-vidéo et de l'édition numérique a tenu une conférence de 2 jours à Guangzhou, au cours de laquelle le secrétaire général Hao Ran a déclaré qu'il fallait renforcer les mesures actuellement en vigueur en Chine quant à la protection des mineurs dans le cadre du jeu en ligne, et qu'il serait bien d'envisager l'utilisation de la reconnaissance faciale chez tous les mineurs pour contrôler leur temps de jeu. Alors, attendez. On va recontextualiser pour essayer de comprendre comment on en arrive là. En août 2021, en vraie fausse sortie de Covid, vous vous en souvenez, le gouvernement chinois impose toute une série de limitations aux jeunes joueurs de jeux en ligne principalement, qu'il qualifie à l'époque d'opium virtuel. Des premières mesures qui ont été estimées très musclées, puisque le temps de jeu des jeunes, préparez-vous, ça fait mal, le temps de jeu des jeunes a été limité à 3 heures par semaine, 1 heure le vendredi, 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche, de 20h à 21h. Et le streaming a totalement été interdit pour les moins de 16 ans. Alors l'objectif annoncé à l'époque, lutter contre la myopie, d'accord, lutter contre la mauvaise concentration, d'accord, lutter contre les problèmes de santé mentale, de santé morale aussi, d'accord, lutter contre les troubles du sommeil, bref, ça c'est le vernis, vous aurez compris. L'objectif, c'était de lutter contre une dépendance aux jeux en ligne dont la consommation a explosé pendant le Covid, consommation que les autorités estimaient, et c'est le cœur du sujet évidemment, être un des freins à la croissance économique du pays, à ce moment-là en berne. Le jeu vidéo était d'ailleurs pas le seul visé, puisque Douyin, la version chinoise de TikTok, avait elle été interdit aux moins de 14 ans, au-delà d'une utilisation de 40 minutes hebdomadaires. Et le mot important, c'est hebdomadaire, parce que 40 minutes par jour, ça va. Les mesures un petit peu musclées, prises pour freiner la consommation du jeu en ligne chez les jeunes, avaient été d'autant plus diffusées rapidement que les développeurs qui ne les intégraient pas dans leur jeu se voyaient simplement interdits de publication sur le territoire chinois. Résultat, en novembre 2022, il a été estimé que le temps de jeu avait été diminué de 88% et que désormais 75% des jeunes joueurs jouaient moins de 3 heures par semaine.
Et à cette époque-là, d'ailleurs, le comité, je ne me souviens plus, le comité du groupe de l'industrie chinoise des jeux estimait que la dépendance aux jeux en ligne avait été résolue. Alors, sauf qu'en pratique, c'est pas forcément le cas. D'abord parce que la majorité des parents interrogés aujourd'hui voient dans le jeu vidéo modéré une influence positive sur la jeunesse. Et les parents admettent volontiers refiler leurs identifiants à leurs enfants pour contourner les restrictions. Et ensuite, parce que les experts chinois de la question estiment que malgré les effets réels de ces mesures, ils s'attendent à une large augmentation du nombre de joueurs d'ici 2026 du fait du succès de l'e-sport en Chine et de la reprise de l'approbation de nouveaux jeux sur le territoire chinois, 175 depuis le début de l'année, après 1 an et demi d'interruption totale. D'où la réaction des autorités chinoises lors de cette conférence de lundi dernier qui souhaite turbo contrecarrer une reprise du jeu en ligne. Le secrétaire général Aolan a donc invité les entreprises à redoubler d'inventivité pour renforcer les mesures de protection des mineurs et pousse très largement, comme je vous le disais en préambule, la technologie de la reconnaissance faciale pour cerner ceux qui enfreindraient les règles. Technologie de la reconnaissance faciale d'autant plus efficace à ces fins que la société Tencent, que vous connaissez, le géant chinois, 5e entreprise par capitalisation boursière, l'avait déjà mise en œuvre dans ses propres productions vidéoludiques. Ils ont pris un petit peu d'avance pour bien s'assurer que les mineurs ne jouent pas pendant les heures de nuit. Bref, on suivra le développement de ces mesures qui pourrait inspirer d'autres pays à plus d'un titre, mais il faut reconnaître que cette conférence tombe bien dans un contexte favorable à ces nouvelles mesures quand même, avec la diffusion le 10 février dernier d'une vidéo virale où l'on voit un enfant menacer son père avec un hachoir, je vous montre pas la vidéo, pour lui avoir retiré son smartphone qui lui permettait de jouer à des jeux en ligne. Voilà, une vidéo qui se propage à un timing hachement bien, comme on dit dans le milieu, évidemment. Les gens, il est 17h04 au Japon, il doit être 9h04 du coup en France si je calcule bien les 8 heures de décalage. Je vous propose une petite pause musicale, le temps de se remettre un café et avant de revenir pour conclure l'émission avec une petite salve de recommandations de vidéos pop culture de la semaine. Quelques-unes cette semaine, pas beaucoup, histoire de terminer l'émission sur une note positive. On va reprendre l'émission tranquillement. On reprend le mode discussion, c'est ici. Les gens, je vous propose qu'on aille doucement vers la fin de ce Soft Power épisode 2. Alors chaque semaine, pour bien terminer l'émission, pour ceux qui ne le savent pas, je vous propose une courte série de recommandations de vidéos YouTube, de live Twitch, de podcasts, de livres que j'ai pu entendre, que j'ai pu voir, que j'ai pu lire dans la semaine, en lien avec la pop culture.
Je le précisais la semaine dernière, je vais essayer de m'en tenir à des créateurs ou à des chaînes pas trop connues, histoire de donner de la force au passage. Et si jamais vous allez voir les vidéos, n'hésitez pas à leur laisser un petit commentaire. Ça donne beaucoup de motivation. Prenez place trop facilement dans l'œuvre de Lovecraft. Quant à Jeremy Kent, il différait vraiment peu d'un des mauvais décrits par Lovecraft. C'était presque comme si Lovecraft en personne avait parcouru cet endroit. Du fait de ses nombreuses pérégrinations dans la région, cette probabilité... Ça les gens, c'est incroyable, c'est la chaîne sur Twitch de Véchabret. La chaîne s'appelle Conteur d'horrifiques histoires sur Twitch. La chaîne compte 1800 followers. Le dernier live date d'il y a 4 jours. Et avec son petit Audio Technica, Véchabret fait de ce format il propose pas mal de formats, mais celui qui m'intéresse le plus, c'est celui qui s'appelle Horrifique Histoire. C'est tous les dimanches à 22h. Ce sont des nouvelles horrifiques des plus grands auteurs, mais pas forcément, qui sont lues avec un son et une ambiance incroyable. On se prend très vite au jeu, c'est facile à suivre, les histoires se terminent en général en 2 heures, donc vous restez pas sur votre faim à la fin du live précisément. Et de temps en temps, vous avez en plus des artistes qui illustrent, etc. C'est incroyable, la qualité est folle, et ça fait longtemps que je connais Véchabret, mais j'étais jamais allé voir un de ses lives à regret. Aujourd'hui, le Saturne de Goya fait partie des icônes de l'histoire de l'art et de la pop culture occidentale, au même titre que La liberté guidant le peuple, Le Cri ou La jeune fille à la perle. On le trouve en couverture de livres un peu partout dans le monde, et il ne s'agit pas toujours de bouquins sur Goya ou l'histoire de l'art d'ailleurs. Il apparaît aussi fréquemment dans des films et des séries, et bien sûr, il est également très présent dans les jeux vidéo. Sans grande surprise, c'est dans les jeux d'horreur ou à tendance horrifique que le Saturne apparaît le plus souvent. Mais paradoxalement, c'est aussi dans ce type de jeu qu'il est peut-être le moins intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les jeux de ce genre, il est rare. Alors, cette chaîne, c'est la chaîne de Homo Ludin, c'est sur YouTube cette fois-ci. La vidéo s'appelle The Sinking City et la symbolique de Saturne. Une chaîne de 2700 abonnés, la vidéo date d'il y a 4 jours. C'est une chaîne incroyable qui mélange le jeu vidéo et l'histoire de l'art, comme vous avez pu le voir, et avec une productivité folle d'au moins un épisode par an. On se croirait sur ma chaîne. Mais de toute façon, à chaque fois qu'un épisode sort, c'est un banger. De toute façon, il n'y en a que 7. Cette dernière vidéo nous parle du jeu Sinking City, dans lequel on retrouve tout un tas de peintures, dont celle autour de laquelle va tourner la vidéo, Saturne dévorant un de ses fils, de Goya. C'est l'occasion de parler de Goya, de cette peinture dans le jeu vidéo en général, comme vous venez de le voir, et dans ce jeu précis, et de ce que cette peinture nous raconte de spécifique, puisque c'est la seule peinture du jeu qui n'est pas liée au monde maritime ou représentant un personnage du lore. Pourquoi ? Je vous en dis pas plus, allez voir la suite de la vidéo et allez lui donner de la force. Des vidéos comme ça, je les dévore. Les équipes de Tango Gameworks, dirigées par John Johannes, ont pensé à tout pour rendre l'expérience la plus fun et accessible possible, même si vous n'êtes pas le meilleur des joueurs. Car il n'y a pas seulement la musique qui vous donne une indication sur le tempo actuel, il y a tellement de retours sonores et visuels qu'il est impossible de ne pas s'y retrouver. Les décors bougent en rythme, les éléments d'interface bougent en rythme, les ennemis tapent sur le rythme, et quant à vous, même si vous appuyez sur la touche en étant à côté du tempo, votre personnage tapera sur le rythme, là où ça vous pénalisera. Alors, comme vous l'aurez compris, cette vidéo va parler de rythme. On est sur la chaîne de JSam, laquelle la vidéo s'appelle Pourquoi Hi-Fi Rush est le plus grand des jeux de rythme. C'est une toute petite chaîne de 2700 abonnés. La vidéo, je triche un petit peu, date d'il y a 13 jours. Elle parle notamment de la question du rythme dans les médiums ciné et jeux vidéo. Très rapidement, parce que l'idée de la vidéo est évidemment de disséquer Hi-Fi Rush pour comprendre comment le jeu intègre dans ses mécaniques propres, dans son gameplay, la question du rythme. Le montage de la vidéo, il est bien fait, le ton est léger, ça se regarde facilement, exactement comme le jeu dont il parle, et en plus, il y a plein d'autres sujets à découvrir sur la chaîne. Ça parle d'interface dans le jeu vidéo, ça pond des documentaires de 1 heure sur des studios. Bref, JSam, c'est sur YouTube que ça se passe, et je vous mets le lien dans le chat. Prévisible, puisque c'est
c'est comme ça tous les ans. En France, un livre sur 4 vendu est une BD. Mais en moyenne, si on exclut les top ventes, une BD se vend autour des 5000 exemplaires. Allez, disons entre 5000 et 10 000. Si un auteur travaille dessus pendant un an, à la fin, ça fait pas un gros chèque. Un auteur touche en moyenne 10% sur les ventes de ses livres, soit 2 € pour une BD à 20 balles. S'il vend 5000 exemplaires à 20 balles, ça fait 10 000 €, soit moins d'un SMIC par mois réparti sur l'année. Rappelons aussi que de plus en plus de titres paraissent chaque année et que le marché est complètement saturé. Finalement, il reproduit assez bien les inégalités du marché du travail. Un faible pourcentage d'auteurs s'accapare la majorité de l'argent. Hop là, je vous spoil pas trop la vidéo puisqu'elle dure que 5 minutes. C'est une vidéo du fils de Bulle sur YouTube. Le titre de la vidéo, c'est « Les mangas nous envahissent ». La chaîne compte 7000 abonnés. La vidéo date d'hier et elle parle du top des meilleures ventes BD de l'année 2022 publiée en France et de ce qu'on peut conclure de ce qu'on voit dans ce top. Ça parle de notre rapport au manga, ça parle de notre rapport aux comics américains, ça parle de notre rapport aux suites, de suites, des séries de bandes dessinées franco-belges de notre enfance. Et puis c'est surtout l'occasion de faire une petite reco pour la chaîne, parce que des chaînes de bandes dessinées de qualité, il n'y en a pas beaucoup sur YouTube malheureusement, elles se comptent sur les doigts d'une main. La semaine dernière, je vous ai fait découvrir BDmancy, et cette semaine, ce sera Fils de Bulle. Voilà, c'était le 2e numéro de Soft Power. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Ce sera vendredi prochain, le 24 février de 8h à 10h. En attendant que la chaîne de rediffusion sur YouTube soit créée, il faut que je m'en occupe. Oui. Vous pouvez retrouver l'émission tous les vendredis sur Twitch et en format podcast désormais sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à soutenir le projet en followant la chaîne Twitch et en mettant des petites étoiles sur les plateformes de podcast. C'est ce qui va de loin le plus aider le projet. Et pour ceux qui ont les moyens financiers, vous trouverez en description un lien vers Patreon dans la description de la chaîne Twitch justement. Je vous remercie d'avoir été présent pour ce 2e épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h pour l'épisode 2. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi l'émission et à la semaine prochaine. Ciao.